Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour découvrir les grands titres de l'actualité du jour. Voici le sommaire de ce journal. Nous nous rendrons tout d'abord à Gênes où le prince Albert II, tout juste de retour d'un déplacement dans les Pouilles, a été fait citoyen d'honneur de la ville ce week-end. La transition numérique au service du quotidien des Monégasques et résidents, Frédéric Ginta sera notre invité pour nous présenter les plus récentes innovations en la matière. La Roca Team attend de pied ferme l'Olympiakos Le Pirée pour le troisième match des playoffs d'Euroleague. Les deux clubs sont pour l'heure dos à dos, un partout. Mais demain, c'est à domicile que les basketteurs monégasques joueront. L'ouverture officielle aujourd'hui du Monte Carlo Film Festival de la Comédie avec un président du jury prestigieux, Paul Haggis, qui a réalisé 2 James Bond, et dans le jury, un jeune comédien français qui ne manque pas d'humour, Tom Leb. Il sera notre deuxième invité. Et puis nous découvrirons la nouvelle déclinaison du travail artistique de Bernard Bézina. Ce créateur varois a customisé une Porsche Taycan qu'il a présentée au Prince Albert II, place du Palais. Après s'être rendu dans le sud de l'Italie et avant de regagner Monaco, le prince souverain était à Gênes samedi. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville. Lionel Bernardi et Vanessa Dessy l'ont suivi et vous vous trouvez, Vanessa, au Palais Ducal. Le Palais Ducal est un monument des plus symboliques de la ville de Gênes. Sa construction débute en 1298. Gênes est alors la principale puissance de Méditerranée. Dominant la Piazza Matteotti de la ville de Gênes, le Palais Ducal est durant des siècles le siège du gouvernement de la République de Gênes de 1339 à 1797. Altezza Serenissima, Principe Alberto II di Monaco. C'est dans ce lieu chargé d'histoire que le souverain a reçu la citoyenneté de la commune de Gênes à l'occasion de la 3e édition de la Festa della Bandiera. Il s'agit d'une manifestation à identité culturelle. Ce drapeau blanc, comme l'aube et sa croix rouge qui représentent le cœur de chaque Génois, semble tout un symbole pour la ville de Gênes. Siamo molto contenti come amministrazione, come anche città di Genova ovviamente, che Sua Altezza Serenissima sia venuta a trovarci. Si è venuta a trovarci perché noi diamo la cittadinanza onoraria alla Sua Altezza, perché in riconoscimento ovviamente della famiglia Grimaldi, che è una famiglia genovese, e anche come messaggio alle famiglie genovesi che non sono più a Genova, come segno di ricongiungimento con la propria città. Gênes est donc la ville où tout a commencé pour Monaco. Le Rocher était la forteresse frontière occidentale du XIIIe siècle, mais s'est progressivement émancipée du gouvernement de Gênes. Les liens n'ont jamais été rompus. C'est toujours cet accueil si généreux et si chaleureux ici, non seulement généralement en Italie, mais ici particulièrement en Ligurie et particulièrement à Gênes. C'est pour moi une très belle illustration des rapports et de l'histoire qui nous lie. Peut-être le point de départ d'un développement un peu plus élargi, et non seulement d'un point de vue culturel, historique et artistique, mais aussi peut-être pourquoi pas d'un point de vue économique et environnemental. Et c'est des très belles journées de partage et d'émotion ici à Gênes. Cet ancien siège du gouvernement de la République de Gênes est aujourd'hui un des plus grands centres culturels d'Italie. Il offre de nombreuses expositions. Et à l'occasion de ce déplacement, le souverain s'est également rendu à l'Institut Giannina Gallini. Il s'agit d'un hôpital pédiatrique spécialisé dans les soins et la recherche. Il a été créé en 1931 sous l'impulsion du sénateur Gallini qui lui a donné le nom de sa fille, Giannina, décédée jeune. Il avait souhaité lui rendre hommage en concevant un grand hôpital pédiatrique européen à forte vocation scientifique. Le prince Albert II est ensuite allé à la rencontre des membres de l'association Gallini Band qui accueille les familles d'enfants hospitalisés. Dans notre édition de mercredi 19h, nous poursuivrons notre série de reportages dans les pas du prince souverain à Gênes. C'est l'un des grands chantiers de ces dernières années et derniers mois. L'enjeu est majeur avec la transition numérique. Il s'agit de permettre à la principauté de répondre aux besoins des Monégasques
tout en renforçant l'attractivité du pays et en développant sa compétitivité. Dans l'optique plus particulièrement de faciliter le quotidien, de nombreux téléservices ont été mis en place. Un petit déjeuner permettant d'échanger sur ces questions était organisé ce matin. Frédéric Ginta, le délégué interministériel en charge de la transition numérique, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Quel chemin parcouru? La transition numérique avance à la vitesse grand V. Avant d'évoquer plus particulièrement l'offre de téléservices, est-ce que la feuille de route que vous vous étiez fixée est conforme à ce jour aux réalisations que vous souhaitiez mettre en œuvre? Tout à fait. Nous avons fini un premier cycle de création d'infrastructures pour équiper la principauté des atouts de développement économique, mais aussi développement numérique qui en résulte. Le cloud souverain, la fibre, la 5G, l'identité numérique, la signature électronique, le guichet unique. Nous avons aujourd'hui les bases pour que le pays soit compétitif, attractif et que la qualité de vie soit bonne dans un monde numérique. Nous avons également travaillé sur chacune des thématiques, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la Smart City. Donc nous avons aujourd'hui sur chacun des aspects les bonnes bases, des réalisations et une accélération, notamment sur le sujet du jour, les téléservices, qui se développent de plus en plus, quasiment 80 téléservices développés en 3 ans. Au-delà de l'attractivité, la compétitivité, l'un des objectifs de départ, c'était donc pour partie de faciliter le quotidien des monégasques et résidents. Pour cela, vous l'avez dit, de nombreux téléservices ont été mis en place, près de 80, c'est ça, et cela touche toutes les facettes de la vie quotidienne? Je pense au service des titres de la circulation, où nous avons lancé récemment la prise de rendez-vous, 22 000 rendez-vous pris et presque 4 000 contrôles techniques. Je pense à la DENJS, avec qui nous avons annoncé la numérisation et dématérialisation des demandes de bourse, après avoir fait la cantine en ligne et l'inscription aux différentes écoles et institutions. Je pense en termes de téléservices à l'habitat, où plus de 80% des demandes d'attribution domaniale ont été faites en ligne à la dernière commission, où aujourd'hui les échanges d'appartements peuvent se faire en ligne via un outil du gouvernement. Je pense aux archives, qui peuvent être aujourd'hui tamponnés, certifiés numériquement et dont la conservation papier peut être évitée. Je pense à la prise de rendez-vous pour le service de l'emploi et la direction du travail, qui propose même des visioconférences ou des rendez-vous pris numériquement en physique. Donc aujourd'hui, et je parle juste de ce qui est arrivé les 2 derniers mois, mais aujourd'hui, pour le quotidien des monégasques et des résidents, les solutions numériques sont là. Elles sont au moins en 2 langues, elles sont sur un guichet unique et elles sont très utilisées. Oui, alors justement, les utilisateurs sont venus très facilement, presque spontanément vers ces téléservices. Aujourd'hui, on ne peut pas donner un mode d'emploi pour chaque téléservice. Il faut que le téléservice se comprenne aisément. Le téléservice, il apporte déjà des avantages. Lorsque vous faites une demande domaniale, il y a beaucoup de cas possibles selon votre situation maritale, votre situation familiale. Le téléservice vous dit en fonction de votre situation, les documents à fournir, les questions à répondre. Donc ça limite le risque d'erreur, ça limite le risque de dossier incomplet. Donc il y a un vrai service qui est apporté. Ça peut être fait n'importe quand et surtout c'est très pédagogique. Et puis pour la partie alors très minoritaire qui pouvait être réticente, l'idée aussi c'était qu'il n'y ait pas d'exclus du numérique. Exactement. C'est pour ça qu'on a vraiment aujourd'hui ces services d'aide. On a ces tutoriels, ces vidéos, ces prospectus qui expliquent. On met vraiment tout en œuvre pour que ces services soient faciles, qu'il n'y ait pas de fracture linguistique non plus. C'est aussi disponible en anglais, car une partie de la population est anglophone. Il faut aussi prendre en compte leurs besoins. La simplification a été notre obsession. Simplification, gain de temps pour tout le monde, l'administration, les administrés. À quoi peut-on s'attendre dans les semaines et mois qui viennent? Car j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. L'idée, c'est qu'à la fin de cette année, 100% des téléservices qui sont utilisés dans le quotidien des monégasques et résidents soient disponibles. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. On a fait une liste de choses dont les gens avaient besoin. On a partagé avec les utilisateurs. Et donc l'objectif, c'est qu'effectivement,
on soit à peu près à 130, 140 téléservices d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, nous sommes à 100. Il y a 3 ans, nous étions à peu près à une vingtaine. Donc on voit l'accélération qui se fait, sachant que les premiers téléservices datent de 2012, 2013. Donc on voit l'accélération qui se fait. On souhaite à la fin d'année que l'ensemble des procédures pour la qualité de vie des monégasques et des résidents soient faisables en ligne, tout en ayant un niveau d'aide suffisant pour que les gens puissent être confortables avec ces outils et en s'appuyant sur monguichet.mc et l'identité numérique. Voilà, objectif affiché. Merci beaucoup Frédéric Ginta d'avoir répondu à notre invitation alors qu'était organisé aujourd'hui un temps d'échange sur le numérique dans le quotidien des Monégasques et des résidents. Merci beaucoup. Passons au premier point info de ce journal. Plusieurs ambassadeurs ont été reçus aujourd'hui au Palais Princier. Bonsoir Christine Datomel. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, les diplomates ont présenté ce matin leur lettre de créance au prince souverain au Palais Princier avant d'être reçus à déjeuner à l'hôtel Hermitage par Isabelle Béraud-Amadei, le ministre pour les Relations extérieures et la coopération aux principautés. À l'honneur donc aujourd'hui les ambassadeurs de la République démocratique de Timor-Leste, de la République des Philippines, du Royaume de Norvège et de la République de Bulgarie. C'est mardi, les chiffres relatifs au dépistage de la Covid-19 viennent d'être rendus publics. Des chiffres qui sont arrêtés au dimanche 24 avril inclus. 2000 tests PCR antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non résidents depuis le 18 avril dernier, révélant un taux de positivité de 20,3%, soit un taux d'incidence de 519 par rapport à 662 la semaine dernière. Et puis la start-up Pineaply vient de signer une collaboration avec Monaco Télécom pour la dématérialisation des bulletins de salaire. Oui, en choisissant Pineaply, Monaco Télécom assure ainsi son soutien à l'écosystème numérique monégasque et en particulier aux initiatives innovantes des start-up incubées chez Monaco Tech, dont elle est cofondateur. Avec près de 250 salariés et autant de bulletins de salaire à distribuer chaque mois, cette solution permet de conjuguer plusieurs avantages. Elle permet de réaliser un gain de temps important avec une gestion simplifiée et elle a des avantages aussi financiers, mais elle permet également de se conformer aux enjeux environnementaux grâce à la suppression des impressions papier, tout en respectant la protection, bien sûr, des données personnelles avec une solution brevetée. Ainsi, chaque salarié dispose désormais de son coffre-fort numérique personnel dans lequel sont déposés ses bulletins de salaire après avoir été cachetés avec un certificat électronique délivré par la direction de l'expansion économique au nom de Monaco Télécom. Par ailleurs, l'opérateur monégasque et la start-up souhaitent poursuivre leur collaboration de solutions digitales pour d'autres documents contractuels, notamment via une solution de signature électronique actuellement à l'étude. Le troisième match des playoffs d'Euroleague se disputera demain, salle Gaston Médecin. La Roca Team et l'Olympiakos Le Pirée sont à égalité, une victoire partout. Et les deux prochaines rencontres se jouent à domicile pour les Monégasques. En cas de double victoire, Monaco sera qualifié pour le Final Four, alors pression ou pas, Yannick Debever et Orazio Gagino sont allés prendre la température avant le début des hostilités demain. It's not pressure for us, you know. Like I said, we came into this fight in a way that a lot of people look at us like we're underdogs. So you know, this is how we fight. From the first game, we tried to fight like underdogs, and you know, from our side, this is a huge celebration for our city, for our country of Monaco. Voilà l'état d'esprit des Monégasques à la veille d'une double confrontation à domicile qui pourrait leur ouvrir les portes du Final Four. La Roca Team reste sur une démonstration au Pirée et forcément, une réaction des Grecs est attendue. Our fight, our pressure has to be same like in a game 2 from the beginning till the end, and you know, I'm sure they're gonna do adjustments. We're gonna do some adjustments. You know, it's gonna be interesting fight, tactically and physically. Avec une victoire partout, le prochain succès sera synonyme de balle de qualification au Final Four. Un match 3 crucial donc, où la Roca Team ne devra pas être tétanisée par l'enjeu face à des joueurs expérimentés qui, eux, ont déjà connu plusieurs fois cette situation. For me, most important that we don't get burned in this, you know, like
important game that we don't, get in any kind of, frustration, towards the referees, towards mistakes, teammate, or miss shots, here. We should, still stick together, all game long. Côté blessure, seul Alpha Diallo est toujours incertain pour mercredi soir après son coup reçu au match 1. La salle Gaston Médecin est déjà annoncée à guichet fermé. Un 6e homme qui sera important pour les matchs les plus prestigieux de l'histoire de la Roca Team. La 19e édition du Monte Carlo Film Festival de la Comédie s'est ouverte jusqu'au 30 avril. Le jury va visionner les films en compétition avant de rendre son verdict. Et cette année, dans le jury, il y aura un jeune comédien français aux multiples facettes, chanteur également, et fils d'un humoriste bien connu, Michel Leb. Le rire et l'humour, il connaît donc. Bonsoir Tom Leb. Bonsoir. Faire rire, c'est une chose. Et rire en est une autre. Comment abordez-vous ce rôle de jury au Festival international de la comédie? Alors ce que vous dites est très juste. Faire rire est une chose et rire en est une autre, c'est sûr. Alors ce festival, déjà, je suis absolument ravi d'être ici puisque, comme j'expliquais il y a quelques instants, la comédie est un genre qui me parle, que j'affectionne particulièrement, de par mon passé très certainement, de par mon éducation, mais aussi parce que je pense que c'est un genre qui véhicule les émotions avec un certain recul. Donc voilà, je pense que le détachement aux choses qu'apporte la comédie est un atout pour un film. Voilà, mais sur quels critères allez-vous vous baser? Sur le jeu des comédiens? Sur l'émotion spontanée qui va nourrir chez vous un rire? Comment allez-vous juger les films? Alors je ne sais pas si je vais les juger, même si c'est le but, parce que je trouve que c'est un terme un peu fort, mais en tout cas voilà, je vais essayer d'apporter un regard, enfin en tout cas d'apporter mon avis. Et est-ce que je vais me baser sur le jeu des comédiens? Non, je vais me baser sur tout, puisque je pense qu'un film c'est un tout, on appelle ça le 7e art pour une raison, autant pour le jeu des acteurs que pour l'écriture, les dialogues, la réalisation, l'importance de la musique dans l'histoire, la photographie, les cadres, voilà. En fait, je dirais, je vais me laisser emporter et je vais voir le film qui me touche le plus. Voilà, et vous, qu'est-ce qui vous fait rire, Tom Leb? Qu'est-ce qui me fait rire? Alors, il y a beaucoup de choses qui me font rire. Je suis très sensible au cinéma anglais, à l'humour anglais en général, des Monty Python, en passant par même les réalisateurs anglais de films britanniques. L'humour italien aussi, mais l'humour français me fait rire, mais j'avoue être très sensible à l'humour américain. Mais si je dois citer et parler du cinéma français, j'irai dans les classiques, puisque je pense que depuis les grands classiques, aucun film n'a su remplir toutes les cases d'une comédie extrêmement bien réalisée. Et je dirais, je ferai allusion à La Grande Vadrouille. Je parlerai évidemment du Dîner de cons plus récemment. Voilà, ce sont des films qui font partie de notre patrimoine de la comédie française. Alors vous faites partie du jury, présidé par le réalisateur Paul Haggis, auteur notamment de 2 opus de James Bond. C'est bien pour le carnet d'adresses aussi, et puis il faut le dire, vous avez le physique peut-être pour être le prochain agent secret de la reine? Alors pour être franc, je ne pense pas, parce que tout simplement James Bond est un acteur anglais. C'est-à-dire les productions de James Bond n'embauchent que des acteurs anglais pour le rôle. Donc malheureusement, je ne serai jamais James Bond. Jean Dujardin s'en est très bien chargé avec OSS 117. Et ça fonctionne tellement bien que voilà, déjà la case est prise. Donc pensons à d'autres choses pour moi. Peut-être d'autres choses, agent secret, je ne sais pas, d'autres choses. Vous connaissez déjà Monaco, puisque vous avez tourné ici, au pied même d'ailleurs de nos bureaux, sur le port de Monaco, avec Gérard Jugnot et Camille Lou. Et vous avez aussi joué au Sérénissime. Vous avez de bons souvenirs en principauté? Exactement. Alors, c'est ce que j'allais dire. J'ai que de merveilleux souvenirs ici à Monaco. Alors, le festival des Sérénissimes que j'avais fait avec Kevin était un de mes meilleurs souvenirs, puisque à chaque fois les salles étaient pleines. Et l'accueil était formidable. Je trouve ce festival très réussi. Et puis, alors, ces quelques jours de tournage ici à Monaco avec Nicolas Cuche, qui était le réalisateur du film Pour y gâter, sont pour moi aussi un souvenir merveilleux, parce que c'était une comédie. On faisait une comédie. L'atmosphère était très détendue. Il faisait un temps comme ça. Quelle est votre actualité, Tom Leb, au-delà de ce rôle important de jury à Monaco? J'écris un film, et en musique aussi, je suis en train de réaliser un nouvel album
dont je n'ai pas encore de date de sortie, mais voilà, je suis derrière mon bureau avec des calepins et des stylos. Voilà ce que je fais en ce moment. Oui, parce que vous êtes multicasquette, hein, cinéma, TV, chansons, humour. Quel est votre terrain de prédilection? Peut-être que vous n'en avez pas justement et que vous aimez jongler. Voilà. La réponse est dans la question. Je n'ai pas vraiment de terrain de prédilection parce que voilà, c'est un petit peu me demander de faire le choix de Sophie. Je suis autant passionné par la musique que par le cinéma, que par la réalisation et par la scène. Voilà, je reste un artiste, c'est qu'une seule casquette, mais qui aime s'exprimer par le biais de différents domaines. Eh bien, on a été très heureux de vous entendre. En tout cas, on va vous laisser tout à votre tâche de jury. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Dans l'actualité en bref, Christinda, les membres du jury des rencontres philosophiques ont sélectionné les 5 ouvrages finalistes pour le prix 2022 et ils ont révélé le nom du lauréat de la mention honorifique. Premier ouvrage sélectionné, La force de la non-violence de Judith Butler, un livre qui propose de régénérer la non-violence comme idéal. Second ouvrage, Un corps à soi de Camille Froidevaux-Métairie. Dans ce livre, à partir d'une relecture de Simone de Beauvoir, la philosophe parle des événements corporels qui scandent la vie des femmes de l'enfance à la ménopause. Le troisième ouvrage en lice, La conversation des sexes de Manon Garcia, qui met en avant la question des violences sexuelles. Quatrième ouvrage retenu par le jury, La honte est un sentiment révolutionnaire de Frédéric Gros. L'auteur parle de la honte comme l'affect majeur de notre temps. On ne crie plus à l'injustice, à l'arbitraire, à l'inégalité. On hurle à la honte. Et pour finir, dans Apprendre à voir d'Estelle Dzong Mangwal, le 5e livre, Le monde vivant est traité sous différents points de vue, car percevoir le vivant comme un décor, un symbole ou un support de nos émotions sont autant de manières de ne pas le voir. 5 ouvrages finalistes en compétition donc pour le prix 2022 des rencontres philosophiques. Quant à la section honorifique, elle a été attribuée cette année aux éditions La Découverte, Patricia. Changeons de registre avec le Salon Ever qui s'apprête à ouvrir ses portes à l'espace Fontvieille. Il s'agit du plus grand événement en principauté dédié à la mobilité durable et aux énergies renouvelables. L'édition 2022 sera le théâtre de rencontres internationales sur le thème des véhicules écologiques et des énergies renouvelables. Alors, cette année, plus de 40 exposants vous accueilleront dans l'espace Fontvieille, un lieu de près de 9000 m² avec son chapiteau d'exposition et ses pistes d'essai, ou sur le Ride and Drive, vous pourrez essayer de nombreux véhicules écologiques. Lieu de débat également avec des tables rondes qui réunissent des experts de chaque domaine, industriel et politique. Des événements riches en enseignements et en retours d'expérience permettant ainsi d'alimenter la réflexion sur les mobilités et les énergies de demain. Le Salon Ever ouvrira ses portes donc demain sous le chapiteau de Fontvieille pour les refermer vendredi soir. Et enfin, avis aux philatélistes, 2 nouveaux timbres vont être mis en vente prochainement. En hommage à l'exposition féline internationale de Monaco qui se déroulera les 17 et 18 septembre prochains en Principauté, un timbre représentant un mot égyptien, l'une des races de chats les plus anciennes, sera mise en vente le 14 juin prochain par l'Office des timbres de Monaco. Et pour illustrer le thème commun des pays de la CEPAC, axé cette année sur les boissons locales, un second timbre sera également disponible à la vente. Il s'agira d'un timbre qui mettra en avant cette fois la bière monégasque fabriquée depuis 1905 dans l'ancienne brasserie de la Principauté qui se situe à Fontvieille. Quand l'art rejoint la puissance d'une voiture iconique, l'artiste varois Bernard Bézina a été invité à customiser une Porsche Taycan. Très impliqué auprès de la Fondation Prince Albert II, il n'a pas manqué de venir faire découvrir son travail au prince souverain. Vanessa Dessy vous présente cette œuvre d'art roulante. C'est à l'occasion d'un dîner entre amis que ce projet fou est né, customiser une Porsche Taycan 100% électrique. Bernard Bézina et Jean-Marc Tétu, directeur de la concession Porsche Toulon-Fréjus, ont eu l'idée de lier l'environnement à l'art. M'ont confié ce modèle qui correspondait immédiatement à ce qui a été vu avec ce que mène le souverain depuis de nombreuses années. Une grande quête qui est très longue et qui sera encore longue.
Et je me suis dit, quelle chose plus importante que de la présenter sur Monaco. Ça a été un travail 3D, un travail d'infographisme qui a demandé beaucoup de recherche dans les couleurs pour pouvoir s'approcher sur les ombres et lumières. Et ça a été très long à ce niveau-là. Le constructeur allemand n'a pas hésité à mettre à disposition la toute dernière Taycan, une berline 100% électrique à l'ADN des sportifs de la marque, tournée véritablement vers l'avenir. Je dirais que c'est vraiment magnifique parce qu'une voiture qui était déjà belle, qui avait des belles lignes, et je trouve que grâce à cette œuvre d'art, on arrive encore davantage à distinguer quelque part la force de caractère, ce trait d'une force tranquille qui se traduit dans la voiture qui est quelque part prête à bondir. Et d'ailleurs pour le clin d'œil, Taycan signifie jeune cheval fougueux en turc. Toujours dans l'automobile, quand on cherche le nom d'un nouveau modèle, c'est assez difficile parce qu'il faut qu'il sonne bien dans tous les pays. Et bien avec le Taycan, je trouve que ça traduit bien l'esprit Porsche, mais aussi cet esprit justement de puissance, de quelque chose de fougueux. Donc ça, associé à l'œuvre d'art de Bernard Bézina, je trouve vraiment que l'alchimie, elle est parfaitement trouvée. Cette œuvre d'art pourrait ouvrir la 5e édition du e-Prix de Monaco qui se tiendra ce samedi et pourquoi pas être exposée en plein cœur de la collection princière. Et refermons ce journal avec les prévisions météo pour la journée de mercredi, Crisinda. Mercredi, le temps sera couvert, le soleil arrivera parfois à s'imposer, mais le ciel restera nuageux une grande partie de la journée. Côté température, le thermomètre oscillera entre 12 et 18 degrés. Le soleil se lèvera à 6h27 et se couchera à 20h28. Demain, nous fêterons les Amadées. Merci Crisinda, nous vous donnons rendez-vous toutes les deux demain à 19h et un dernier petit détour par l'espace Fontvieille où se prépare le salon Ever, nous vous le disions, et ces photos de fin d'édition sont signées Manuel Vitali. À demain sur Monaco Info, passez une belle et douce soirée.